Bonjour à tous et à toutes. Je vous fais aujourd'hui une petite vidéo pour vous rappeler, vous expliquer la méthodologie de la critique de documents. Alors la critique de documents, c'est un exercice fondamental en histoire, c'est même une compétence à part entière, et un exercice fondamental au même titre que l'analyse de la pertinence, l'analyse de documents, l'élaboration d'une synthèse ou encore la recherche et la communication des informations. C'est une compétence qui doit être maîtrisée en fin de cursus scolaire, qui est travaillée très régulièrement en classe et qui est probablement la, la compétence qui se base sur la méthodologie la plus stricte et la plus rigoureuse. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est d'autant plus, à mon sens, un exercice très important puisqu'aujourd'hui, dans notre monde hyper connecté, avec la multiplication des réseaux sociaux, des chaînes d'information en continu, la popularisation du smartphone par exemple, les informations sont très nombreuses, nous sommes bombardés d'informations toute la journée et d'informations qui sont très souvent rapides et qui se succèdent les unes après les autres. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le temps de la réflexion et le temps du recul est souvent réduit à sa plus simple expression, et c'est la raison pour laquelle les fake news, par exemple, sont de plus en plus présentes et où il est de plus en plus facile, finalement, de gober des informations qui ne sont pas vérifiées, qui sont malsaines et qui finiront par vous mettre, finalement, dans la tête des idées qui n'étaient pas les vôtres à la base. Et l'histoire regorge d'informations partiales ou d'informations incomplètes, et le travail de l'historien est justement de savoir prendre du recul et de savoir les peser avant de les utiliser. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Alors évidemment, ce cours est avant tout destiné à une classe de réto, puisque toutes les informations et la méthodologie que je vais vous présenter est la plus dense possible. C'est celle qui doit être maîtrisée à la fin du cursus scolaire. Mais évidemment, si vous êtes en quatrième ou en cinquième, vous devriez y trouver quelques repères bien utiles. Alors avant de commencer, avant de vous dire où trouver les informations qui vous permettront d'avoir une bonne argumentation bien dense pour critiquer un document, je préférerais revenir d'abord sur quelques petits principes, quelques petites règles à avoir en tête avant d'aborder cet exercice pour éviter de faire les erreurs récurrentes que j'ai l'habitude en général de voir dans les copies. Alors la première de ces règles, elle peut paraître évidente, mais c'est tout de même important de le rappeler, c'est de ne jamais confondre l'analyse de la pertinence d'un document et l'analyse de la fiabilité d'un document. Alors, pour une raison que j'ignore, c'est la même compétence en histoire, mais ce sont deux exercices différents. La pertinence, c'est l'exercice qui va vous demander d'évaluer si un document est utile pour répondre à une question de recherche. C'est la raison pour laquelle un document pardon, est soit pertinent, soit non pertinent, mais il ne peut pas être entre les deux. Si je vous demande de me parler de ce que vous avez fait hier soir et que vous me parlez de ce que vous avez fait ce matin, vous ne serez pas pertinent. Eh bien en histoire, c'est exactement la même chose. Alors qu'analyser la fiabilité d'un document, c'est interroger le niveau de confiance à accorder aux informations délivrées par le document. C'est-à-dire qu'un document peut être à la fois fiable et non fiable. C'est d'ailleurs toujours le cas. Un auteur peut être un expert de son sujet, ça peut être un responsable politique particulièrement renommé qui maîtrise extrêmement bien son sujet politique a priori, mais ça peut être en même temps, et très souvent d'ailleurs, quelqu'un qui aura des idées politiques et qui essaiera de nous convaincre. Donc le document pourra, à cause de cet auteur, être fiable et non fiable. Même le discours que j'ai envers vous en ce moment, est probablement fiable à vos yeux, puisque vous dites que je maîtrise mon sujet, je suis professeur, etc. Mais il y a probablement, si on creuse aussi, des raisons de douter de mon discours. Et donc cet exercice est fait justement pour vous pousser à douter régulièrement des informations qui vous sont données dans le cadre du cours d'histoire et ensuite par extension dans votre vie quotidienne. Donc ça, c'est un premier principe, ne confondez pas les 2, ça serait dommage, puisque ça, c'est une erreur que je retrouve souvent en quatrième. Mais si vous confondez les 2, alors là, vous allez complètement rater votre exercice. Donc le meilleur moyen de se prémunir de ce genre d'erreur, c'est de bien lire la consigne à la base. C'est une recommandation universelle pour toutes les matières, mais faites bien attention à vérifier, qu'on vous demande bien de critiquer la fiabilité d'un document et non pas la pertinence d'un document, même si souvent ces exercices sont donnés ensemble d'ailleurs, ce qui est une raison supplémentaire de devoir faire attention. Deuxième principe, qui est probablement pour moi le plus important, c'est qu'il faut toujours se baser sur des faits précis, issus du document ou de la notice qui l'accompagne. Il est donc primordial de partir de ces faits pour développer son argumentation.
Ça, c'est quelque chose de très important. Si vous êtes dans un débat face à votre contradicteur, vous aurez beaucoup plus de poids si vous vous basez sur des données que vous êtes capable de prouver, voire même sur des chiffres ou sur des informations qui viennent de sources vérifiées. Si vous donnez votre avis juste en disant: «Ah ben voilà, moi je suis contre la peine de mort», par exemple, on dira: «D'accord, OK, c'est votre opinion». Mais si vous dites que vous êtes contre la peine de mort et que vous développez un certain nombre d'arguments basés sur des chiffres, sur des faits, sur une argumentation qui se base sur du concret, vous aurez beaucoup plus de chances de persuader votre interlocuteur qu'en effet la peine de mort doit être abolie. Eh bien, c'est exactement la même chose pour ce type d'exercice. Avant de critiquer un document, avant de conclure s'il est fiable ou non fiable, eh bien assurez-vous de vous baser sur des faits précis. Et ces faits précis, en plus, sont sous vos yeux puisqu'ils sont dans le document et dans la notice. Donc il suffit de savoir lire et d'analyser un minimum. Et ça sera d'ailleurs l'objet, donc, ce travail d'analyse, l'objet de la seconde partie de cette vidéo. Alors évidemment, ne faites pas l'inverse. Si vous me dites dans une copie, je me méfie de cet auteur parce que c'est un homme politique, je vous dirai, ok, vous avez probablement raison, mais prouve-moi, prouve-moi ton accusation. Mais à l'inverse, faites attention à ne pas aller trop loin non plus dans l'utilisation des faits, c'est-à-dire en faisant ce que j'appelle de la surinterprétation ou par raillerie de la théorie du complot. Pour moi, la surinterprétation, c'est quand on utilise un fait et qu'on le tord tellement qu'on finit par lui faire dire des choses qu'il ne disait pas au départ. Et c'est le propre de la théorie du complot, hein. Les théories du complot, il y en a beaucoup sur Internet, il y en a même une d'ailleurs qui a été très populaire ces derniers temps à cause de la crise sanitaire. Les théories du complot sont des théories qui se basent justement soit sur l'absence de faits, donc en tirant des conclusions en se basant surtout sur l'émotion, soit, et surtout, c'est souvent le cas, en se basant sur des faits maltraités, c'est-à-dire sur des faits qui sont à la base pas vérifiés ou imprécis, ou alors sur des faits qui sont tellement tordus, tellement retournés, qu'à la fin, on fait dire à ces faits, à ces informations, des choses absolument contraires. Et c'est pour ça que les théories du complot sont très populaires, c'est qu'elles se donnent l'apparence de l'intelligence et de l'argumentation, puisqu'il y a tout un raisonnement derrière, mais quand on regarde les faits qui sont utilisés par les théories du complot, finalement, on se rend compte eh bien, qu'ils ne sont pas très très valables, ou en tout cas qui ne sont pas vérifiés, voire qu'ils sont faux. Donc voilà, basez-vous toujours sur des faits précis, mais basez-vous sur ces faits précis en utilisant un cadre strict. J'ai souvent tendance à dire que l'histoire est une science humaine, mais une science, et comme toutes les sciences, il faut se baser sur un cadre strict et souvent sur des formules. Et c'est ce que je vais vous proposer. Si vous avez un petit peu de difficulté avec cet exercice, cette formule vous aidera probablement et vous permettra de toujours vous baser sur un fait avant de tirer la conclusion qui vous permettra d'évaluer la fiabilité ou la non-fiabilité du document. C'est celle-ci, observation slash fait précis, donc conclusion. Je vous ai mis un petit exemple que l'on peut retrouver dans un cours de réto. L'auteur est le président des États-Unis d'Amérique en 1962, donc ça c'est un fait que vous aurez tiré par exemple de la notice que vous avez sous les yeux. Donc, il aura tendance à défendre son pays face à l'URSS, ou donc, il est au cœur des négociations diplomatiques de son époque. Donc, il manquera de neutralité sur la question du communisme, etc., bien évidemment. Il y en a autant que les informations du document peuvent vous en donner. Donc voilà, c'est probablement une formule un petit peu scolaire, ça c'est sûr. Si vous êtes à l'aise avec l'exercice, je ne vous impose pas de l'utiliser. Mais si vous avez un petit peu de difficulté ou si on vous fait régulièrement la remarque que votre argumentation manque de précision ou manque de développement, eh bien, basez-vous sur cette formule, ça vous permettra eh bien, de toujours argumenter de manière précise et de manière développée en utilisant des faits. Voilà pour ça. Ensuite, troisième principe qui est aussi très important, qui est une confusion qui est assez régulièrement faite dans ce type d'exercice, c'est bien que n'oubliez pas que contemporain des faits n'est pas une raison valable, ou en tout cas ce n'est pas une raison suffisante. Pourquoi? Parce que contemporain des faits est assez ou trop régulièrement confondu avec le fait d'être témoin direct. Je vous rappelle qu'être témoin direct, c'est participer à une action, c'est-à-dire avoir vu de ses propres yeux, avoir entendu de ses propres oreilles, ou avoir plus ou moins été impliqué dans les événements ou les faits que l'on rapporte.
Alors qu'être contemporain des faits, ça veut dire vivre à une époque. Nous sommes par exemple tous contemporains des faits de 2020 ou 2021. Nous sommes tous contemporains de cette époque, puisque nous vivons tous à cette époque. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes des témoins directs. Nous ne sommes pas témoins directs de ce qui se passe au sein du gouvernement en ce moment. Nous ne sommes même pas témoins directs de ce qui se passe dans la salle à côté. Mais nous sommes contemporains des faits. Donc faites attention, quelqu'un qui a par exemple vécu pendant la guerre froide n'est pas forcément un spécialiste de la guerre froide, ou son propos n'est pas forcément intéressant. Donc voilà, si vous avez tendance à avoir cette argumentation contemporain des faits qui vous vient à l'esprit dès que vous êtes face à un document, posez-vous d'abord la question de savoir s'il est témoin direct. Dans certains cas particuliers, contemporain des faits peut être une raison suffisante, mais c'est assez rare. Et puisque de toute façon un témoin direct est toujours un contemporain des faits, préférez le terme de témoin direct. Voilà, surtout en réto. Je sais qu'il y a certains professeurs qui acceptent contemporain des faits, mais en réto, ça doit être une justification que vous devez oublier définitivement. Et enfin, la quatrième raison, ça peut être basique là aussi, mais c'est important à rappeler, évidemment, la raison de se fier ou de se méfier doit toujours être en lien avec le sujet étudié. Il est inutile, par exemple, eh bien, d'utiliser le fait que le président américain soit un ardent défenseur de l'économie capitaliste si le sujet du document auquel vous avez affaire concerne un autre domaine, comme la politique ou la diplomatie. Il faut quand même qu'il y ait un lien et que ce soit dans le sujet, bien évidemment. Donc voilà pour les 4 règles à avoir en tête. Ayez-les en tête, pensez-y à chaque fois que vous êtes face à ce genre d'exercice et je suis pratiquement sûr déjà que ça devrait vous aider à éviter de faire au moins la moitié des erreurs que vous avez l'habitude de faire. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais vous proposer, eh bien, c'est de vous dire où est-ce que vous pouvez trouver ces informations, ces fameux faits concrets dont je viens de vous parler, eh bien, pour développer votre argumentation. Il y a 5 critères d'analyse. À mon sens, il peut y en avoir plus, mais à mon sens, il y a 5 critères d'analyse basiques à maîtriser à la fin de la réto. Alors, si vous êtes en quatrième, les 2 premiers suffiront. Si vous êtes en cinquième, les 4 premiers suffiront, et si vous êtes en réto, vous devez maîtriser les 5, en tout cas si vous êtes à bon cours. Alors, le premier de ces critères d'analyse, les premières informations qui vous permettront de critiquer la fiabilité d'un document concernent l'auteur, bien évidemment, de ce document. C'est d'ailleurs la première chose en général que l'on interroge dans ce genre d'exercice, c'est l'auteur qui vous offre les informations. Alors, la fiabilité d'un auteur se questionne autour de 2 axes. Son expertise d'abord et sa neutralité. Alors, son expertise signifie être expert d'un sujet, signifie maîtriser son sujet, le connaître, être capable d'en parler parce qu'on s'y connaît un minimum. Alors que la neutralité, c'est sa capacité à donner son avis ou non. Ça veut dire soit être objectif, c'est-à-dire que l'auteur ne fait pas transparaître ses opinions, ou alors être subjectif, ce qui est l'inverse, c'est-à-dire eh bien, donner son avis, chercher à influencer, et donc bien évidemment, il faut particulièrement prendre du recul par rapport à ce genre d'informations. Alors, généralement, les informations concernant un auteur sont toujours mentionnées dans la notice qui suit le document. Plus rarement, ça peut être mentionné dans des notes de bas de page qui vont se retrouver bien en bas de la page, comme son nom l'indique. Mais voilà, vous aurez toujours, en règle générale, ou la plupart du temps, les informations que vous pouvez utiliser sur l'auteur seront mentionnées. Donc il suffit de lire la notice, il faut y penser aussi, et savoir les exploiter. Maintenant, si ces informations ne sont pas mentionnées ou s'il n'y a pas de notice, il peut être aussi intéressant d'utiliser vos savoirs. Si vous avez affaire, par exemple, à un personnage historique particulièrement célèbre, comme Adolf Hitler par exemple, et que vous avez un texte eh bien, du dictateur qui évoque la question juive par exemple, eh bien voilà, vos savoirs vous permettront de déduire qu'Adolf Hitler était antisémite et qu'il faut donc se méfier de ses propos quand il nous parle de la question juive, puisqu'il sera ouvertement antisémite. Et donc il faut s'en méfier, puisqu'il donne son point de vue ici, il manque de neutralité. Mais bon, voilà, c'est tout de même assez rare. Dans la plupart du temps, vous aurez les informations qui seront mentionnées dans une notice, qu'il faut lire du coup, hein, dont il faut prendre connaissance. Alors, pour ce qui est de l'expertise de l'auteur, on peut l'aborder de 2 manières. D'abord, quand vous voulez interroger l'expertise d'un auteur, posez-vous la question, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, de savoir s'il est témoin direct ou témoin
Indirect, comme je vous ai expliqué, un témoin direct, c'est un témoin qui a vu l'action de ses propres yeux, ou en tout cas qui a été impliqué d'une certaine manière. Alors, quand l'auteur participe à l'action, plus que d'être témoin qu'il est un acteur, eh bien ça, c'est une raison encore plus valable, bien entendu. C'est une forme de témoin direct, mais vous pouvez être aussi acteur. Par exemple, eh bien, un président de la République qui participe à une action, qui participe à une négociation et qui nous parle de cette négociation sera acteur du sujet qu'il rapporte. C'est donc une information de premier ordre pour les historiens que vous êtes, bien entendu. Mais un témoin indirect, à l'inverse, eh bien, doit susciter en vous un petit peu de doute, bien évidemment, puisque une information qui passe par plusieurs intermédiaires avant d'arriver à vous est une information qui peut potentiellement être déformée. Je vais vous donner un exemple tout bête, vous faites l'expérience chaque semaine, mais si vous avez un de vos amis qui vous dit qu'il y a contrôle la semaine prochaine parce qu'il était en classe lorsque le professeur l'a annoncé, vous aurez tendance à plus le croire lui, qui est un témoin direct, plutôt que de croire celui qui vous dit qu'il y a contrôle parce qu'il a entendu de quelqu'un, qu'il a entendu de quelqu'un, qu'il a lu sur Internet, de quelqu'un qu'il a vaguement entendu en classe alors qu'il était déjà en train de parler. Bref, j'exagère bien évidemment, mais là vous avez un exemple de témoin très indirect, et dans ces cas-là, on a tendance à se méfier de cette information qui a pu être modifiée avec ces différents intermédiaires. Donc voilà, posez-vous la question, il y a beaucoup de témoins directs et de témoins indirects en histoire, et ça c'est une information qui revient assez régulièrement. Posez-vous aussi la question de l'origine des informations. Est-ce que l'auteur se base sur des informations qui ont été préalablement vérifiées? Et si dans la notice on sous-entend que ces informations sont sérieuses, qu'elles sont vérifiées d'une certaine manière, eh bien ça peut être aussi un bon degré d'expertise. Une deuxième manière de vous demander si l'auteur est un expert de son sujet, c'est de vous intéresser à sa fonction, à son titre, c'est-à-dire son métier ou son mandat. Vous pouvez avoir affaire, vous aurez affaire, alors comme je l'ai dit, à des responsables politiques, mais vous pouvez avoir affaire à des responsables religieux, vous pouvez avoir affaire aux membres d'une classe sociale ou d'une association. Bref, en fonction de son rôle, en fonction de son titre, eh bien, vous pourrez aussi évaluer si votre auteur est un expert, qu'il parle d'un sujet qui potentiellement qu'il est censé maîtriser. Par exemple, si vous avez un haut responsable ecclésiastique, donc un évêque, par exemple, qui nous parle de l'organisation de l'Église catholique au XVIe siècle, eh bien nous aurons tendance à le croire, puisqu'il s'agit d'un expert de son sujet, il s'agit d'un prêtre, donc il est censé tout de même être un minimum calé sur les questions religieuses. Mais à l'inverse, si vous avez un paysan, par exemple, de la région de Hatt, qui nous parle de l'organisation de l'Église à Rome, évidemment, on s'en méfiera, puisque sa fonction, en tout cas son titre, ses attributions font qu'on aura tendance peut-être à se méfier de son niveau d'expertise. Donc voilà, posez-vous aussi la question du titre et de la fonction, ça devrait vous donner quelques indices. Et ensuite, par rapport à la neutralité, alors là, on peut aussi également l'évaluer de deux manières. Avant tout, posez-vous la question de savoir si l'auteur défend une opinion, une idéologie. Ça, il y en a énormément dans l'histoire, mais il est souvent assez rare d'ailleurs que les témoins du passé nous rapportent un événement sans nous donner un petit peu leur avis, soit de manière particulièrement explicite, soit de manière implicite. Si vous avez dans le texte, on va y revenir tout à l'heure, mais un auteur qui nous dit que voilà, il faut tuer tous les Algériens pendant la guerre d'Algérie, évidemment, là, son opinion sera particulièrement explicite. Mais si vous avez le texte d'un soldat et que ce texte paraît a priori neutre, mais que vous savez que c'est un soldat français qui était en Algérie en 1958, ben voilà, il y aura tout de même un risque que ces dires soient orientés selon son titre. D'ailleurs, on va y revenir. Donc, posez-vous la question de savoir s'il défend une opinion, une idéologie. Ça, vous pouvez le savoir si voilà, s'il il fait partie d'un parti politique ou s'il a défendu une cause en particulier. Ça, ce sont des informations qui peuvent apparaître dans la notice. De la même manière, comme on l'a dit tout à l'heure, posez-vous la question de l'origine des informations. Demandez-vous déjà si l'auteur se base sur des informations neutres, puisqu'un auteur peut être neutre par rapport à un sujet, mais il peut se baser sur des informations qui ne l'étaient pas. Par exemple, si vous avez quelqu'un
qui vous fait une analyse de Mein Kampf, hein, le livre d'Hitler, eh bien, même si cette personne est la plus neutre possible par rapport à son sujet, sa source, elle, ne le sera pas. Donc voilà, posez-vous la question de l'idéologie, des opinions qui sont très fréquentes en histoire. De la même manière que le titre et la fonction nous permettent d'évaluer l'expertise d'un auteur, elles peuvent aussi nous permettre, à l'inverse, d'évaluer le niveau de neutralité de l'auteur. Par exemple, si vous savez que votre auteur est un ouvrier, un syndicaliste, eh bien, évidemment, il aura tendance à manquer de neutralité sur, les questions de législation du travail, surtout si on est au 19e siècle, qu'il s'agit d'un syndicaliste, au début du capitalisme industriel. Si vous avez à l'inverse le texte d'un noble pendant la Révolution française, même si ce texte ne transparaît pas de son opinion, vous pourrez vous poser la question de savoir si, de savoir si cet auteur n'a pas un risque de manquer de neutralité parce qu'il s'agit d'un noble et que donc évidemment ses intérêts pouvaient être sérieusement remis en cause pendant la période révolutionnaire. Donc voilà. Ensuite, posez-vous la question de savoir si l'auteur est soumis à un contexte particulier. Est-ce qu'il peut être influencé, par exemple? Est-ce qu'il n'est pas dans un contexte particulièrement intense qui peut perturber ses propos? Par exemple, un soldat de la Première Guerre mondiale qui écrit une lettre à ses parents, même s'il raconte la pluie et le beau temps, ces lettres étaient écrites dans des conditions horribles, les pieds dans la boue, dans le froid, avec le risque de se faire tuer à chaque instant. Et donc évidemment, le contexte particulier pourra influencer ses propos, notamment si l'auteur nous parle de ceux qui sont à l'origine de la guerre, ou nous parle de ces conditions, il aura souvent tendance à les dramatiser, et on peut le comprendre. Donc voilà, les questions que je vous propose ici résument assez bien l'ensemble des questions que vous devez vous poser pour évaluer la neutralité d'un auteur, et vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire en général dans les notices qui vous seront proposées. Ensuite, un deuxième critère d'analyse, et là on quitte l'auteur et on s'intéresse plus particulièrement au document, c'est le type de document que vous avez à faire. Alors selon le type de document que vous avez étudié, la subjectivité, le rapport au lecteur, la précision ou la distance avec la réalité peuvent varier considérablement. Alors posez-vous toujours la question d'un type de document, puisque vous avez toujours un type de document. Vous pouvez avoir affaire, comme je vous l'ai dit en rouge en dessous, vous pouvez avoir affaire à un témoignage qui sera proche de la réalité. Vous pouvez avoir affaire à un article de presse qui est souvent d'ailleurs renseigné. Vous pouvez avoir affaire à la une d'un journal qui sera à la fois une source vérifiée, travaillée, mais qui risque aussi probablement de chercher le sensationnel, puisque la une d'un journal aussi, a priori, a pour fonction d'attirer le regard du lecteur et donc du potentiel acheteur. Une publicité, évidemment, ou un discours politique seront évidemment toujours très subjectifs, puisque ça cherche à vendre des idées ou à vendre un produit. Tous les documents qui sont issus des œuvres d'art, comme les peintures, les romans, les poésies, prennent souvent de la distance avec la réalité, puisque leur objectif, c'est de déformer la réalité pour l'embellir ou pour faire passer un message. Donc il faudra évidemment s'en méfier. Même si la peinture est réaliste, ça reste une modification de la réalité. À l'inverse, une étude scientifique sera toujours beaucoup plus précise qu'un tract, par exemple. Une caricature ou une satire grossiront toujours les traits, d'autant plus qu'une caricature cherche à divertir, mais aussi à convaincre, puisqu'une caricature cherche à faire passer un message, en général, souvent en se moquant. Donc voilà, vous voyez, en fonction du type de document que vous pouvez avoir, vous aurez toujours, vous aurez toujours quelque chose à dire, puisqu'un document, en général, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, répond à une des trois fonctions, voire à plusieurs en même temps: convaincre, divertir et informer, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors sur mon site internet, dans la page remédiation sur histoiresarrasin.com, vous pourrez retrouver un récapitulatif de tous les types de documents auxquels vous pouvez avoir à étudier en histoire, avec des exemples justement de critiques. Ce document n'est pas de moi, je l'ai emprunté avec son accord à un autre professeur d'histoire français, mais c'est un document qui peut être très utile. Donc voilà, posez-vous la question du type de document, il y en a toujours un, et il y aura toujours quelque chose à vous dire. Ensuite, troisième critère, c'est le ou les destinataires et le public visé. Alors en fonction du destinataire du document, c'est-à-dire là où les personnes à qui le document est adressé, ou du contexte dans lequel il a été réalisé, le discours peut évoluer très très fortement.
Par exemple, les propos d'un dirigeant politique sur le même sujet peuvent être développés avec des nuances très différentes en fonction qu'il soit adressé à un parlement ou à une population. Un homme politique qui va s'adresser à un parlement va chercher à faire passer des lois, va probablement avoir tendance à être beaucoup plus technique aussi, puisqu'il va parler à des gens qui ont la même formation que lui et qui sont censés, en tout cas, s'ils n'ont pas la formation, qui sont censés avoir le même rôle que lui, c'est-à-dire faire passer et voter des lois. Alors que si un homme politique s'adresse à une population, eh bien, il va avoir besoin d'affirmer une autorité, il va avoir besoin de la convaincre, il va avoir besoin de se montrer dans son meilleur jour, surtout s'il s'agit d'une élection, par exemple. Ou si cet homme politique est dans la sphère privée, qu'il discute avec quelqu'un, que vous avez affaire à une lettre privée, eh bien a priori, il n'a aucune véritablement ici de raison de mentir ou une raison d'utiliser son rôle de politicien. Donc vous voyez, en fonction de la personne à qui vous vous adressez, le discours et le ton du discours peut changer. Vous-même, hein, vous ne vous adressez pas de la même manière à votre professeur qu'à vos parents ou à vos amis, hein. C'est la même chose pour moi, je ne m'adresse pas de la même manière à, à mon chef d'établissement qu'à mes élèves, qu'à mes collègues ou à certains de mes collègues, etc. C'est normal, c'est humain, mais ça, cette manière que l'on a de modifier notre discours en fonction des gens qui sont en face de nous, eh bien, peut avoir une influence aussi sur la fiabilité de notre discours. Et c'est exactement la même chose en histoire. Alors attention, il est inutile d'aller chercher un éventuel destinataire s'il n'est pas explicitement mentionné, hein. Là, vous risquez de faire à nouveau de la surinterprétation. Contrairement au type de document, il n'y a pas toujours un destinataire. Si vous avez une lettre où il y a écrit Chère maman, ben voilà, vous connaissez votre destinataire. Si vous avez un discours politique, par exemple celui de Kennedy en 1963 à Berlin-Ouest, on sait que Kennedy s'adresse aux habitants de Berlin-Ouest et qui va donc essayer de faire un discours très orienté autour des valeurs de liberté et de démocratie, puisqu'il sait qu'il s'adresse à une population qui est libérale et démocrate et qui est aussi menacée par l'influence politique et économique du communisme à l'époque. Donc ça, c'est explicitement mentionné. Mais si le document ne mentionne rien, n'allez pas chercher un destinataire, vous risquez alors là de vous tromper. D'accord? Donc critère à utiliser seulement si le destinataire, si le fait concret est mentionné. Ensuite, quatrième critère d'analyse, le contenu du document. Alors évidemment, le contenu du document, c'est-à-dire les phrases, les expressions d'un texte, voire les éléments de l'image ou du tableau ou du graphique auquel vous avez que vous avez à étudier, peut vous donner bien évidemment des informations concrètes. Alors là, ça va vous demander de mobiliser un petit peu plus vos facultés d'analyse, donc il faudra être capable de comprendre le sens général d'un document et ensuite d'isoler les éléments les plus importants du document, mais en faisant ça, vous pouvez également trouver des informations pour critiquer un document. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, un document répond toujours obligatoirement à une ou plusieurs fonctions: informer, convaincre ou divertir. Et en fonction de ces fonctions, eh bien, le contenu du document pourra eh bien, vous préciser si vous avez un document informatif. Parce qu'un document cherchant à informer sera généralement fiable car il se basera sur des faits. Ça peut être le cas par exemple d'un graphique ou d'un tableau qui va énumérer de manière particulièrement neutre des informations chiffrées. Donc là, vous pourrez souvent vous fier, vous aurez des raisons de vous fier d'un tableau puisque son but sera d'informer. Par contre, si vous avez un document qui cherche à convaincre, comme bien je l'ai dit tout à l'heure, un discours politique ou un tract ou une publicité, eh bien, ça sera généralement peu fiable parce qu'un discours qui cherche à convaincre se base en général sur des arguments, donc des arguments qui sont subjectifs. Et ces arguments subjectifs chercheront à vous convaincre. C'est le type d'argument d'ailleurs auquel on a le plus souvent affaire en histoire. Donc si vous creusez un petit peu dans le document, vous trouverez probablement des raisons, soit explicites, soit implicites, mais des raisons de prouver que ce document cherche à convaincre. Et enfin, la troisième fonction, c'est un petit peu plus rare, mais ça existe aussi, un document peut chercher à divertir, c'est-à-dire qu'il aura souvent tendance à déformer la réalité pour provoquer une émotion. Par exemple, une pièce de théâtre cherche à divertir. Elle va chercher à vous faire rire, ou elle va chercher à vous émouvoir, ou elle va chercher à vous faire peur. C'est exactement la même chose pour une œuvre d'art, c'est la même chose pour une poésie, pour une chanson. L'art, la base de l'art,
La base de l'art, c'est de déformer la réalité pour provoquer une émotion. Et donc forcément, cette transformation de la réalité va rendre l'œuvre un petit peu moins fiable. Même si vous avez affaire à une peinture super réaliste qui va vous présenter des ouvriers au travail au 19e siècle, le simple fait que ce soit une peinture, et donc que la réalité ait été transposée sur une toile qui a été créée par un artiste, eh bien fait que cette toile cherche aussi à divertir, à être agréable au regard, et donc c'est une raison de prendre un minimum de recul par rapport à cette information, contrairement à une photo, par exemple, qui, elle, est l'instantané d'un moment. Donc voilà, et encore, même les photos et les films peuvent chercher à divertir, même là, il faut savoir prendre du recul, bien évidemment, surtout les films d'ailleurs. Donc voilà. Alors attention de toujours justifier le contenu, je me suis trompé, hein, pas le but du document, mais le contenu du document, en s'appuyant sur son contenu. Donc c'est-à-dire en utilisant des exemples. Là aussi, quand je vous dis qu'il faut se baser sur des faits concrets, il faut, là, le fait concret, c'est le contenu. Donc si vous voulez m'expliquer, par exemple, que vous allez vous méfier de la caricature, parce que le but de cette caricature, c'est non seulement de convaincre, c'est-à-dire de faire passer un message, mais aussi de divertir, puisque c'est censé être humoristique, une caricature, eh bien voilà, il faut pouvoir le prouver par un exemple. Il faut pouvoir, par l'exemple que vous avez sous les yeux, me dire, ben voilà, on voit ici que les traits sont grossis, le personnage est présenté comme de manière qui n'est pas à son avantage, etc., etc. Donc voilà, utilisez des exemples, utilisez le contenu. Et enfin, le cinquième critère d'analyse, et ça c'est assez important en réto, puisque quand vous êtes évalué au CESS, à l'épreuve externe sur cette compétence, c'est quelque chose qui revient systématiquement, c'est le recoupement ou la confrontation d'informations. Alors, le recoupement d'informations, c'est le fait de rassembler deux informations qui sont précises, qui sont précises, pardon, qui se justifient, donc qui sont les mêmes. C'est le fait d'aller vérifier son information. C'est ce que je vous dis dans le premier point. Dans le cas où plusieurs documents sont associés, hein, que vous avez un ensemble de documents à analyser sous les yeux, le fait qu'une information précise soit confirmée dans un autre document est une manière de la vérifier. Et ça, c'est d'ailleurs un réflexe que vous devez avoir tous les jours. Si vous tombez un jour sur une vidéo ou sur une information et que cette information, vous ne l'avez jamais vue nulle part et elle vous semble un petit peu douteuse, eh bien le meilleur moyen de la vérifier, c'est d'aller voir sur une autre source si on va dire la même chose et voir si finalement il y a un recoupement. Donc ça, c'est très important. Je vous donne un exemple en histoire. Si vous avez un extrait, par exemple, du livre d'Émile Zola, Germinal, qui présente bien, la vie des mineurs dans les charbonnages au 19e siècle, dans le nord de la France, et qui présente surtout les conditions de travail terribles dans lesquelles étaient confrontés ces travailleurs à l'époque, et que, eh bien, un petit peu plus loin, vous avez un graphique ou un document qui précise le nombre de décès ou l'impact sur la santé du travail dans les mines. Eh bien, vous aurez là un document qui permettra de prouver que eh bien, les informations délivrées par Émile Zola sont fiables parce qu'elles sont vérifiées. À l'inverse, dans le cas inverse, donc, une information qui est précise, qui serait contredite par une autre information dans un autre document est une manière de la contester. Et donc là, on est dans la confrontation d'informations. Si par exemple vous avez un discours de Joseph Staline, qui a été un des pires dictateurs de l'histoire entre 1924 et 1953, et dans lequel il nous dit que c'est le plus grand des démocrates et le petit père des peuples, mais qu'à côté vous avez un document qui nous montre que les opposants politiques en URSS étaient systématiquement massacrés ou envoyés dans des camps de travail en Sibérie, dans l'archipel du Goulag, si vous avez un document qui nous parle de ces purges, de la répression par la terreur, par exemple, eh bien, vous aurez tout un ensemble d'informations qui permettra de contredire les propos de Staline. Et donc, ce sera une raison de se méfier. Donc voilà, ça, c'est quelque chose d'assez important à maîtriser en réto et qui vous demande, là aussi, de savoir non seulement bien analyser les documents, mais aussi faire le lien entre plusieurs documents différents. Alors attention, il faut pour ce genre d'exercice, il faut toujours mentionner les numéros de tous les documents. Ça, c'est important, ça permet de bien prouver que vous êtes allé chercher l'information ailleurs et de mettre en parallèle de la manière la plus détaillée possible les informations qui se recoupent. C'est-à-dire que plus
vous expliquerez le fond de votre pensée en disant pourquoi vous décidez de recouper ces informations ou au contraire pourquoi vous décidez de les confronter, eh bien, plus vous serez précis et plus vous arriverez à expliquer votre démarche, plus vous aurez de chances de convaincre votre correcteur. Donc voilà pour cette méthodologie, j'en ai terminé. J'aurai l'occasion un petit peu plus tard de faire une vidéo un petit peu plus vivante que ce discours-là pour revenir sur cette méthodologie. Mais voilà, si vous avez en tout cas un petit peu de difficulté à la base avec ce type d'exercice, eh bien j'espère que cette méthodologie vous aura donné quelques premiers repères qui vous facilitera la tâche. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.